Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mais ce soir, Monsieur le ministre d'État, nous voulons faire une plongée dans un exercice qui est sensible et particulier en ce moment, parce que nous sommes évidemment agressés par le Rwanda. Et dans le cadre de cette agression, le narratif qui revient régulièrement met au devant votre communauté, la communauté à laquelle vous appartenez. Et nous avons estimé qu'il était important, comme vous l'aviez fait déjà une fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité, mais que ce soir nous puissions nous focaliser sur la question pour que vous puissiez nous donner les détails et pour que notre opinion puisse être édifiée, parce que malheureusement, la guerre, nous la faisons dans un contexte aussi où il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent, qui ne permettent pas aux uns aux autres de comprendre la portée et la sensibilité de certains sujets. Et donc ce soir, nous voulons parler de la cohabitation pacifique en République démocratique du Congo et de la place de la communauté Banyamulenge. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Comment votre communauté vit ces moments de crise? Comment votre communauté réagit lorsqu'elle est constamment épinglée par les présidents rwandais comme étant une communauté qui vit un génocide en République démocratique du Congo? Comment réagissez-vous face à tout cela? Parce que vous savez mieux que nous que tout ce que le président Kagame dit n'est pas vrai. Saluer nos chevaliers de la presse ici. Bonsoir à vous. Je voudrais, d'entame, vous me permettrez, puisque c'est la première fois que je m'exprime ici sur la RTNC depuis les derniers développements que nous avons connus avec l'occupation de la ville de Goma, ensuite l'occupation de la ville de Bukavu. Je voudrais exprimer toute ma solidarité et ma compassion à nos frères et sœurs, à nos compatriotes qui vivent aujourd'hui sous cette partie de notre pays occupée par le Rwanda, parce qu'il faut appeler un chat par son nom, au travers de son supplétif ou ses supplétifs qu'est le M23 ou la FCM 23, comme on veut bien l'appeler. Et donc, nous voulons ici dire que nous partageons ces moments difficiles avec eux, et nous pouvons comprendre que être sous la domination de forces d'occupation soit vraiment des moments, des temps difficiles pour nos frères qui vivent à Goma, à Bukavu et dans toute cette partie, parce qu'aujourd'hui, Rutshuru aussi connaît le même problème, Masisi connaît le même problème. Et donc, notre solidarité et notre compassion les accompagnent à chaque instant. Alors, comment est-ce que notre communauté, la communauté Banyamulenge, vit cette situation? C'est un véritable déchirement pour nous. Un véritable déchirement parce que nous nous rendons compte que aujourd'hui, un pays voisin, que moi je traiterais d'un État belliqueux, exploite les quelques problèmes que nous pouvons avoir dans notre pays. N'oublions pas que nous sommes un pays immense, avec 450 tribus, et que
comme d'autres pays, nous connaissons des défis internes. Et ces défis internes sont, par rapport à cette problématique, sont des défis de cohabitation entre certaines communautés. Je voudrais vous parler d'abord, avant de répondre à cette question, de ma propre expérience. Comme il a dit, je suis originaire du Sud Kivu, territoire d'Uvira. Je suis de la communauté Banyamulenge. Mais avant d'être membre du gouvernement, je suis d'abord un élu du territoire d'Uvira. Élu du territoire d'Uvira signifie que j'ai obtenu des voix, non pas seulement de ma communauté d'origine, des Banyamulenge, mais aussi des autres communautés. Bafuliru, Bavira, Babembe, Bashi, Barega, qui sont installés dans ce territoire. Et peut-être pour la petite histoire, vous devrez aussi savoir que je suis le fils d'un illustre homme politique, M. Gisaro Muhoza Frédéric, qui lui-même, en son temps, a été également commissaire du peuple. À l'époque, les élus nationaux, on les appelait des commissaires du peuple. Il a été élu en 1977 et il a participé également au Parlement de 1970, mais là, ce n'était pas des élections, mais c'était par désignation en termes de consensus au niveau de la classe politique. Donc, il a été au Parlement à 2 reprises. Tout ceci pour dire que la cohabitation dans notre pays est possible. Cette cohabitation est une expérience réelle. Comme je le dis, je suis élu et donc j'ai dû aller vers ces autres communautés pour demander leur suffrage, qu'ils ont bien voulu m'accorder afin que je les représente au niveau du Parlement, au niveau de la représentation nationale. Et donc, c'est bien la preuve et la démonstration que la cohabitation est possible. Mais lorsqu'on parle de cohabitation, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'existe pas de conflits ethniques, qu'il n'existe pas des problèmes de cohabitation entre les communautés? Non, il en existe. Comme il en existe dans tous les pays au monde qui rencontrent ce type de défis. Et donc, moi je dis que le problème n'est pas tant la cohabitation, mais le problème aujourd'hui est de savoir, lorsqu'il y a des problèmes de cohabitation, comment est-ce que l'État les prend en charge? Quelle est la réponse publique sur ces problématiques qui sont des problématiques inhérentes à la plupart des pays dans le monde? L'Afrique du Sud a connu un problème de cohabitation entre les Noirs et les Blancs. Les États-Unis d'Amérique, je parle là de démocratie, ont connu aussi des problèmes de cohabitation entre les Noirs et les Blancs. Et ici, en RDC, il y a effectivement des problèmes de cohabitation entre la communauté dont je suis originaire, Banyamulenge, et d'autres communautés voisines, les Bafuliru, les Babembe, dans une moindre mesure avec les Bavira, mais ce sont des problèmes qui existent. Des problèmes qui sont exacerbés aujourd'hui par 2 phénomènes. Le phénomène de l'existence des groupes armés qui sont pratiquement devenus des groupes armés communautaires parce que chaque communauté du Sud Kivu aujourd'hui a son groupe armé. Les Bavira ont leur groupe armé, les Fuliro. La plupart des communautés du Sud Kivu ont des groupes armés. Donc ça voudrait dire qu'il y a un problème de circulation d'armes et qui font qu'au lieu de régler les problèmes comme africains au niveau de l'arbre à palabre, mais il y a malheureusement des exactions qui se font parce qu'il y a des gens qui sont détenteurs d'armes. Mais ce problème est exacerbé aujourd'hui à cause de l'ingérence
d'un pays voisin qui est le Rwanda. L'ingérence du Rwanda, au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays, font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ». Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge, ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Parce qu'il en existe aussi entre les Luba et les Katangais. Nous l'avons vécu ici. Lors des joutes électorales, on a senti une certaine violence qui est revenue entre ces deux communautés. Nous le vivons aussi en Ituri, entre les Hema et les Lendu, ou encore ici, plus près de Kinshasa, entre les Teke et les Yaka. Tous ces problèmes de cohabitation sont des problèmes que doit résoudre la République démocratique du Congo parce que ce sont des défis internes. Point n'est besoin de voir un État voisin devenir l'avocat d'une partie de notre population et intervenir militairement avec plus de milliers de soldats, soi-disant pour protéger une communauté. Non, l'agenda est tout autre. Parce que je voudrais savoir, et je pose la question, qui protège la communauté Banyamulenge installée ici à Kinshasa? Est-ce le Rwanda? C'est notre État. C'est la RDC qui les protège. Nous avons ici, à Kinshasa, des membres de la communauté. Moi, je les fréquente, je les vois tous les jours. Ils circulent librement dans les villes de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. Nous avons notre communauté en bon nombre à Bukavu. Est-ce que c'est les Rwandais qui les protégeaient? Bien sûr, je parle d'avant l'invasion, parce qu'aujourd'hui, ils vont dire que c'est eux qui les protègent. Non. Bien avant l'invasion, qui les protégeait? Ce n'est pas le Rwanda. Ceux qui sont à Uvira, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Kolwezi, sans oublier le gros qui vit dans les hauts plateaux de Mwenga, Fizi, Uvira, à Minembwe, puisque c'est le coin qui est le plus connu. Ce n'est pas le Rwanda qui les protège. C'est notre État qui les protège. Il peut y avoir effectivement des manquements. Cela peut arriver, mais il n'est nullement question, et nous n'avons pas invité le Rwanda à venir régler ce problème. Qu'il y ait des discours de haine vis-à-vis de cette communauté, parce que une certaine partie de notre population qui est affectée par le fait que
le Rwanda attaque notre pays et qui dit « mais vous leur ressemblez ». C'est ça le vrai problème. C'est la confusion qu'il y a parce que lorsqu'on regarde le visage des Rwandais, entre guillemets, parce que là aussi il faut préciser que le Rwanda est peuplé non pas que des Tutsis, mais il y a aussi des Hutus et qui sont majoritaires. Mais simplement parce que le régime de Kigali aujourd'hui, qui est dirigé par M. Kagame, et parce que M. Kagame est Tutsi, comme je le suis, comme il y a des communautés à cheval sur chacune de nos frontières. Mais à cause de cette ressemblance de phénotype, on considère que nous épousons leur narratif, nous épousons leur cause. Il n'en est pas question. Moi, et comme beaucoup d'autres, Banyamulenge, et je dirais même des Tutsis, de manière générale, nous ne sommes pas d'accord avec ce que le Rwanda, le plan du Rwanda, le plan macabre du Rwanda sur notre pays. Nos problèmes, nous voulons les régler en interne. Nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir résoudre ou pour venir nous protéger, comme je venais de le dire. C'est notre État qui nous protège, comme il protège toutes les autres communautés du pays. Et en plus, laissez-moi peut-être continuer là-dessus. Allez-y, s'il vous plaît. Les autres conflits ethniques qui existent dans notre pays, mais les ressortissants, disons les populations de ces communautés-là, sont des communautés aussi qui sont à cheval avec les autres pays. Je vais prendre l'exemple des Hema et des Lendu, qui ont des problèmes aussi de cohabitation. Mais vous avez des Hema qui sont en Ituri, mais des Hema qui sont aussi de l'autre côté de la frontière, en Ouganda. Alors, si aujourd'hui, vous voyez l'armée ougandaise dans notre pays, mais ça, c'est une armée qui est invitée par la RDC parce qu'il y a des accords avec eux. Il y a une mutualisation de nos forces pour résoudre un problème que nous partageons. Par exemple, le problème des ADF, Nalu, qui sont d'origine ougandaise, mais qui sont venus ici, qui se sont réfugiés en RDC et qui déstabilisent leur pays d'origine. Mais l'Ouganda n'est pas venu comme ça sans être invité. L'Ouganda est venu au Congo sur l'invitation de notre gouvernement et nous mutualisons nos efforts, nos forces pour régler ce problème. Mais, Monsieur le ministre, une petite parenthèse sur ces sujets de l'Ouganda. Il semble que du point de vue de Rwandais, c'est l'élément déclencheur du conflit actuel et surtout que nous étions avec vous, avec le président de la République à Pondwe. On a décidé de faire des routes ensemble en partant de Kasindi jusqu'à Goma et que c'est une zone qui est considérée comme une zone d'influence ou que l'existence de cette route empêcherait Kigali et Gisenyi de vivre parce qu'ils déversent leurs produits à Goma. Merci, Monsieur le ministre, parce que là, maintenant, vous parlez des vraies causes de la guerre. Les vraies causes de l'invasion du Rwanda dans notre pays, qui, comme vous savez, sont des causes d'abord économiques, de pillage de nos ressources. Et pour parler de cette question de la route, c'est parce que, justement, nous avions, et je suis ici bien placé pour le dire, parce que je suis ministre des Infrastructures, et j'ai travaillé sur ce dossier, nous avions décidé, dans le cadre de la coopération avec l'Ouganda, de faire la route de Kasindi, qui est la frontière avec l'Ouganda, Beni-Butembo, mais aussi de faire la même route au niveau de Bunagana, Rutshuru, Goma. Deux routes qui sont dans le Nord Kivu. Et nous avions décidé de le faire ensemble, en partageant d'ailleurs les coûts de ce projet. Mais c'est à la suite justement du lancement de ce projet que le Rwanda a décidé
d'entrer en guerre avec nous. Pour la bonne et simple raison que aujourd'hui, vous savez que notre pays est un pays enclavé, du moins dans sa partie est, et que pour atteindre l'océan Indien, il faut traverser des pays voisins, dont le Rwanda ou alors l'Ouganda. Et l'essentiel du trafic passe par le Rwanda, Gisenyi, la ville de Gisenyi, qui est la ville voisine, ou Cyangugu, qui est l'autre ville vers Bukavu. Et nous avons l'essentiel des trafics qui passent par là. Parce que le Congo, la RDC, a pris l'option de choisir une nouvelle voie en passant par Bunagana, donc en modernisant la route qui passerait de Goma, Rutshuru, Bunagana, c'est là les vraies raisons de la guerre. Parce qu'ils ont compris que tout le trafic qui passait par Gisenyi allait être détourné et les retombées économiques dont ils étaient bénéficiaires allaient aller vers l'Ouganda. Et c'est comme ça que la guerre a commencé. Vous savez qu'à l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, il a eu une politique d'ouverture vers les voisins. Tout à fait. Dont le Rwanda. Nous avons tous vécu ça ici. Et je veux dire que ce n'était pas facile puisque la population congolaise a toujours gardé un sentiment de rancœur à cause des différentes invasions dont nous avons été victimes. Aujourd'hui, l'invasion s'appelle AFDEL. Demain, ça s'appelle RCD. Après-demain, ça s'appelle CNDP. Le surlendemain, ça s'appelle M23. Tous ces costumes que le Rwanda a portés, alors que le corps était le même, ce sont toutes ces guerres qui ont créé justement ce sentiment vis-à-vis du Rwanda. Et donc, le président Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, lorsqu'il décide de l'ouverture, c'est assez mal perçu par notre population. Mais il voyait les choses dans une vision de paix et de développement de toute la sous-région. Absolument. Construisons plutôt des ponts plutôt que de construire des murs entre nous, afin que toutes les populations de notre sous-région, de notre comté, puissent en bénéficier. Voilà quelle était sa motivation. Et il a tendu la main au Rwanda. Mais aujourd'hui, on voit qu'on l'a payé en monnaie de singe. Vous comprenez? Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est véritablement d'abord des raisons économiques et je dirais même des revendications territoriales. Puisqu'aujourd'hui, peut-être que la presse n'est pas informée, mais si vous suivez les débats au Parlement rwandais, aujourd'hui, ils discutent sur les contours ou les limites du Rwanda de l'époque, je veux dire, précoloniale. Tout à fait. À l'époque des royaumes et des empires. On aura l'occasion d'y revenir. On va y revenir peut-être. Tout à fait. Mais il y a eu 1885 qui a fixé les limites territoriales, les limites de chaque pays. Et aller à l'encontre de cela, c'est violer le droit international. Donc, je voulais parler justement, tout à l'heure, j'avais commencé à développer la problématique de la coopération qui doit exister entre les États. Nous pouvons avoir des défis communs. Tout à fait. Par exemple, la problématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, des Hema et de l'Hindu, qui est un problème qui touche une communauté qui est à cheval. Mais vous ne pouvez venir, si nous avons besoin de votre accompagnement, de votre soutien, que si nous vous invitons. Il y a un droit international qui existe et qu'on ne peut pas fouler aux pieds comme cela. Alors, aujourd'hui, et je vais y revenir, vous savez, nous sommes tous conscients que le Rwanda a vécu un drame innommable, le génocide. Tout à fait. Et c'était des moments terribles que nous ne cesserons de dénoncer. Le génocide des Tutsis au Rwanda
est une réalité. Personne ne peut en douter. Et aujourd'hui, il y a une forme de culpabilité collective parce que la communauté internationale avait abandonné cette population. Et qui fait que cette même communauté a du mal aujourd'hui à condamner. Il a fallu presque 30 ans pour que la communauté internationale accepte finalement, à cause des efforts diplomatiques que nous avons faits, de condamner le Rwanda pour ses invasions, à cause de cette culpabilité. Ils ont intervenu en 98, en 96, en 2008, en 2012, mais jamais ils n'avaient été condamnés. C'est maintenant que ces condamnations commencent. C'est cette culpabilité qui est à la base de cela. Et qu'il est difficile d'imaginer pour cette communauté internationale que la victime d'hier peut devenir le bourreau d'aujourd'hui. Parce que c'est cela, c'est de cela qu'il s'agit. Et nous, en tant que communauté, nous disons que nous avons besoin de vivre en paix avec nos frères et nos compatriotes des autres communautés congolaises. Nous ne voulons pas servir de marchepied. Nous ne voulons pas servir de prétexte aux agendas cachés d'un pays voisin. Parce que nous n'avons pas été associés à ce projet. Et nous nous inscrivons en faux. Et si d'aventure il y a des membres de notre communauté, parce qu'il y en a, qui travaillent effectivement avec eux, mais c'est à leur titre, je veux dire, c'est à titre personnel. Ils n'engagent en rien les communautés dont ils sont originaires. Ils n'ont pas le mandat de parler au nom de ces communautés à cause des aventures personnelles, de recherche de positionnement, de recherche de gains personnels. Qu'ils engagent toute une communauté à tel point qu'aujourd'hui, on verse dans une forme de globalisation ou même de criminalisation de toute une communauté en disant oui, vous êtes avec ces gens-là. Et j'attire l'attention ici parce que c'est ça le piège du Rwanda. C'est ça le piège du narratif rwandais. Lorsqu'ils disent « nous venons pour protéger cette communauté », ils savent quelle est la réaction que cela va susciter de la part des citoyens congolais. Ça va être une réaction de rejet vis-à-vis de cette communauté en disant « ah, c'est vous les complices. Ah, c'est vous par qui nos malheurs arrivent. » Voilà. Donc nous allons être rejetés par les autres communautés et peut-être les plus extrémistes de la communauté nationale vont même aller jusqu'à faire des discours de haine, vont aller jusqu'à faire des exactions contre cette communauté. Et le Rwanda viendra en disant, voilà ce que je vous disais. N'est-ce pas la preuve que cette communauté est maltraitée? N'est-ce pas la preuve que cette communauté est discriminée, qu'elle est stigmatisée? Parlons de la discrimination de cette communauté. On va atterrir par là avant de prendre les questions, Monsieur le ministre d'État. Parce que c'est non sans émotion que je vous parle. Évidemment. Et vous pouvez le comprendre. Je suis ministre d'État dans ce pays. Je suis élu dans ce pays. Avant moi, il y a eu des ministres d'État. Avant moi, il y a eu même des vice-présidents, un vice-président. Il y a eu des vice-ministres. Il y a eu des élus, membres du bureau de notre Parlement. Toutes ces fonctions, ce sont des Banyamulenge qui les ont occupées. Et donc lorsqu'on parle de discrimination, il faut quand même nuancer les propos.
Parce que notre communauté a toujours été représentée, je ne veux pas dire dans toute l'histoire, mais je vous ai compté, je vous ai dit que dans les années 70, nous avions un élu. Et plus tard, il y a eu peut-être un vide pendant un moment donné, mais plus tard, nous avons eu un ministre des Affaires étrangères ici. Et tous ceux que je viens les fonctions que je viens de citer. Donc, la représentativité de notre communauté est une réalité aussi. Ça n'exclut pas, effectivement, qu'il y ait eu, comme je l'ai dit, des problèmes de cohabitation avec certaines communautés, ou peut-être même ici à Kinshasa. Parce que disons les choses telles qu'elles sont. Lorsque notre pays est agressé, lorsque notre pays est attaqué, mais il y a une forme de révolte ici, à Kinshasa. Et lorsqu'on voit dans la rue quelqu'un qui se promène avec mon faciès, on dit « Atalaba Rwande Bangoy ». Donc cette confusion qui vient dans le chef de notre population, mais quelle en est la cause? C'est d'abord les attaques. C'est d'abord l'agression. Bien sûr, l'élément déclencheur. L'élément déclencheur. Et donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de ne pas verser dans ce piège qui nous est tendu. Le poison rwandais. Ce piège qui nous est tendu, qui tend à nous diviser, qui tend à exploiter nos conflits, à exploiter nos divergences internes, pour servir des agendas que la plupart de ceux qu'on utilise ne connaissent pas. Voilà le danger qui nous guette. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi